Vous êtes toujours à l'écoute d'Aligre FM 93.1. Philippe Vanini vous souhaite le bonjour et vous propose les jeudis littéraires. Alors les jeudis littéraires qui ce matin reçoivent quelqu'un qu'on a reçu pour la première fois en 1985, c'était pour Sirène, un très beau roman et un roman sur la vitesse, l'accélération, l'automobile, et qui depuis a écrit des dizaines d'ouvrages, notamment à la fois de critiques littéraires, de critiques de l'art contemporain, des romans, des cycles romanesques. Ce grand écrivain français, c'est Philippe Domecq. Et nous le recevons pour un livre qui est profondément émouvant, qui s'intitule « L'ami, la mort, le fils ». On y revient tout de suite. Nous écouterons ensuite Louis Gérard, qui nous fera part de ses réflexions de lecture et qui a revisité l'œuvre de Colette et notamment Sido, comme elle l'avait fait pour Supervielle la semaine dernière. Dans la deuxième partie de l'émission, on écoutera un entretien que j'avais réalisé il y a quelques années avec Antonio Lobo Antunes, parce qu'il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il va intégrer la Pléiade. Ses œuvres complètes seront dans la Pléiade. Ce n'est que justice quand on voit de qui on publie le second volume des œuvres complètes aujourd'hui, un écrivaillon mondain. Mais sachant qu'Hugues Pradier, le directeur de la Pléiade, que je connais depuis longtemps, n'est pas pour grand-chose dans ce choix. Par contre, il est pour grand-chose dans le choix de Lobo Antunes. On a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs avant. Voilà. Et à la fin de cette émission, eh bien, c'est Thierry Gilibov qui va nous rejoindre in extremis pour notamment faire un hommage à un poète qui est disparu. Beaucoup de commémorations ce matin. Il nous en parlera. Voilà. Jean-Philippe Domecq, bonjour. Bonjour. Toujours heureux de vous rencontrer. Même s'il y a quand même une certaine tristesse autour de ce livre qui se dégage, il est très émouvant. Moi, j'avoue qu'il y a vraiment des moments où ça donne envie de pleurer, tellement... je dirais que la douleur est prégnante. Mais ce livre, vous l'avez voulu... Alors, d'abord, on resitue le cadre, parce que ce livre, il s'intitule... L'ami, la mort et le fils, est édité chez Thierry Marchès, et il est consacré à l'ami Anne de Fourmentel, psychanalyste, philosophe, écrivain, que vous avez bien connu et dont vous avez partagé les derniers moments. Oui, je l'ai connu, c'est une amie de 20 ans. Nous fêtions d'ailleurs l'anniversaire de nos 20 ans, 6 jours avant la tragédie. Et je l'ai donc connue dans diverses situations qui sont très révélatrices. C'est-à-dire la joie, les discussions enfiévrées, les discussions en tête-à-tête, les discussions en commun, car elle savait vraiment faire la fête de l'esprit, mais aussi nous entraîner en boîte de nuit. Je l'ai connue malheureuse, je l'ai connue rieuse, et je l'ai connue en tant qu'amie, donc ma position est une position où il n'y a pas d'une certaine façon de captation, ni de l'attirer vers moi, ni d'être attiré vers elle. J'ai toujours eu une profonde admiration, une très vive admiration pour elle. Et vous disiez qu'on a envie de pleurer en le lisant, mais... sans surtout tomber dans le pathos, car elle n'aimerait surtout pas cela. Il est vrai que pendant le mois et demi où j'ai écrit ce livre sans savoir pourquoi, je commence un peu à comprendre pourquoi un an après, mais j'aurais pas fini de comprendre. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de comprendre. Toujours est-il que moi aussi, j'ai eu la gorge plus souvent serrée que respirant en l'écrivant. Je pense que c'est très énigmatique quand on se plonge là-dedans. Oui. Mais justement, c'est une telle suffocation. D'ailleurs, j'ai commencé par « parce que ça ne me quitte pas ». Ça ne me quitte pas, j'ai répété, et je le dis toujours. Et d'ailleurs,
Vous l'avez relevé, vous m'en avez parlé, je ne l'ai surtout pas écrit pour faire mon deuil, surtout pas. On n'a pas envie de faire son deuil. Et c'est bien pourquoi je l'ai écrit sans doute, c'est que je me suis rendu compte que parmi toutes les fidélités que nous connaissons, soit en amitié, soit en amour, ou à l'égard des convictions, la fidélité du chagrin m'est apparue comme la plus absolument exclusive de toutes les fidélités. Pour vous donner un détail, lorsque je sentais 10 jours après, ou 15 jours après, ou 3 semaines après, puisque je raconte un mois de cette traversée jusqu'au moment où je reviens chez moi à Paris, après avoir quitté Juillet-août 2017. Voilà, 21 juillet 2017. Et pour vous donner un élément de cette fidélité exclusive, lorsqu'on sent que malgré tout, la vie en nous repalpite encore, notre cœur bat quand même, on voit un paysage, on le remarque quand même, on s'en veut et c'est de trop, c'est de trop, c'est de trop, tout est de trop. On s'en veut d'être resté vivant. On s'en veut d'être resté vivant, très exactement. D'ailleurs, quand je suis arrivé sur la plage et que j'ai vu le drame, je sais que oui, on nous prend l'envie de mourir. Il y avait mon fils, la silhouette de mon fils sur la plage, donc il était évident que je ne pouvais pas mourir. Et puis j'avais à mon bras, près de moi, dans ma main, main dans la main, son compagnon, l'écrivain Frédéric Boyer, qui d'ailleurs a écrit en avril, a publié en avril un magnifique texte publié aux éditions POL, qui est un chant d'amour douloureux, peut-être pas immortel, ça s'intitule, et on voit d'ailleurs, ce que c'est que, pourquoi les êtres humains ont inventé l'amour, c'est que c'est bel et bien d'absolutiser le désir face à la mort, donc on y est en plein. Bien sûr. Oui. Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas les circonstances, bien qu'elles aient été fortement médiatisées, ce qui est assez étonnant. Je me rappelle que moi je l'ai appris, sa mort avait fait la une d'un journal de France Inter. Oui. C'est très révélateur d'Anne, ça. C'est d'ailleurs une des choses que je sonde dans ce livre, même si... et c'est pourquoi le portrait est né naturellement de la tragédie, si vous voulez, sans que j'ai cherché à le faire. C'est que cette femme, pour qui la connaît en tant qu'amie, comme moi, et Dieu sait si elle a des amis, des légions d'amis, tellement elle a été profondément rayonnante et bienveillante, et avec l'intelligence de l'autre, cas par cas, à chaque fois. En ce sens, elle n'a pas été psychanalyste pour rien. On peut dire qu'elle était peut-être née psychanalyste. Toujours est-il que cette femme, certes exceptionnelle pour qui la connaît, en même temps était connue, certes. Elle a publié beaucoup de livres remarquables, et nos auditeurs peuvent réécouter sur YouTube des entretiens d'elle, ou voir des enregistrements télévisés. Mais ça n'explique quand même pas l'écho immense qu'a eu cette mort. Et en fait, c'est pour ça que je la sonde, je sonde cet écho. Je le dis à mon fils 3 heures après, d'ailleurs, qui va voir, une autre vie commence. C'est pas pour se consoler du tout, d'ailleurs. Il le disait, d'ailleurs. Il disait, la fée est morte, papa. Oui, la fée est morte, oui. Ça, c'est terrible. Mais la fée. Il l'appelait la fée. Il l'appelait la fée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement les enfants qui la considéraient. Enfin, il l'appelait la fée. C'est la fille d'Anne, qui a l'âge de mon fils, pareillement, sans doute, je la connais bien. Maude. Mais des adultes ont repris l'expression. Belinda Cannon, par exemple, a écrit un hommage d'Anne immédiatement, et elle a repris le mot. Tout le monde l'avait vu comme ça. Ça donne une idée quand même. C'est-à-dire que même pour des adultes, le mot fée se met à exister en connaissant Anne. Mais en même temps, si vous voulez, cet écho extraordinaire, jusque dans les journaux régionaux les plus éloignés, et évidemment sur le plan international, nous donne une idée de ce qu'était son aura. C'est son aura. Et quand je dis était, elle est toujours là. Ça, par contre, je ne suis pas du tout croyant, mais en revanche, je pense que l'éternité se passe entre êtres humains, entre nous, et ça se diffuse, ça se diffuse, ça se diffuse. Et d'ailleurs, c'est pas une consolation pour moi, mais si j'ai pu au moins parler exactement de ce que j'ai vu d'elle, qui n'est pas le tout d'elle, loin s'en faut, mais ce que j'ai vu d'elle, je suis sûr que celles et ceux qui la connaissent ne diraient pas le contraire. C'est pas mon point de vue sur elle qui compte dans mon livre, pas du tout.
C'est elle qui s'impose à moi, et c'est elle qui s'impose à tous, et c'est elle qui s'est imposée à tous ceux, même celles et ceux qui ne la connaissaient pas, et même celles et ceux qui ne sont pas dans la culture, comme on dit. Si tant est que ça veut dire quelque chose, car tout le monde est toujours dans une culture. Oui. Mais ce rayonnement de sa mort est à l'exacte mesure du rayonnement de son être et de sa vie. Et même cette aura a été amplifiée par la mort. Alors, je pense que la mort, enfin je pense, c'est pas que moi qui le pense, l'humanité le sait, ne veut pas le savoir, mais le sait au fond d'elle-même, dans le plus immense refoulé de l'humanité, c'est que la mort est le grand révélateur. C'est pourquoi on a bien tort de vouloir l'oublier. Oui, puis c'est ce qui donne un sens à la vie. Exactement, on devrait y penser, on ne devrait jamais cesser d'y penser. D'ailleurs, j'en parle à la fin du livre, c'était l'objet plus centré de nos dialogues. Anne et moi, j'ai inventé ce que j'appelle la thanatalyse, qui est une branche de la psychanalyse que j'invente, qui travaille sur l'autre grand refoulé de l'humain, c'est le refoulé de la mort, qui est à mon avis plus grand que le refoulé de la libido, puisque la libido répond à la mort. N'était la mort que seraient nos voluptés. Non pas de façon compensatoire, hein, mais en effet, c'est comme vous l'avez dit, c'est ce qui donne un sens, et des sens, et nous fait produire du sens et des sens, et des techniques, et des lois, et des œuvres, et de l'amour, de la barbarie aussi, malheureusement, quand on ne veut la refouler, la mort. Oui, absolument. Alors, on rappelle les faits quand même. Oui. Donc, c'est un été radieux, lumineux, oui. Paysage grandiose, Ramatuelle, une plage, et là tout bascule. Tout bascule. Vous avez raison de dire radieux, parce que Anne faisait en sorte que pendant ces 10 jours où nous avions coutume de nous retrouver, 10 jours, 15 jours, un peu plus, dans la maison très, très bien aménagée de son père, qui faisait tout pour qu'on soit bien tous ensemble, elle faisait également tout pour que chacun soit à la fois dans son chacun et avec tous. Et je dois dire que ça, je l'ai jamais vécu. C'est toujours très dangereux de passer des vacances chez les autres. Pour ma part, je m'en méfie déjà du mot vacances, et en plus des autres. Mais là, avec elle, je le dis dans le livre, elle arrivait à faire que chacun se sentait dans son rythme. Et en même temps, on était tous bien ensemble. Bien ensemble. Et elle avait cette présence, pour cela, à la fois onirique, car c'est quelqu'un de très onirique, j'aimerais d'ailleurs qu'on fasse entendre ce qui pour moi est devenu sa musique, onirique et en même temps présente au point que elle veillait à tout ce que vous pouviez souhaiter, chacun, sur 15 personnes plus 6 enfants. Vous, c'est tel eau que vous aimez et pas tel autre. L'autre, c'est tel chocolat que l'enfant veut et pas tel autre. Café. Tout en discutant avec moi de ma thanatalyse ou de philosophie, etc., en faisant les courses, si vous voulez. Et en même temps, cette présence onirique. Donc, elle ne pesait pas. Elle planait, en même temps, elle était très active, quoi. Ça aussi, c'est extrêmement rare. Ça explique d'ailleurs qu'elle ait pu faire tant de choses. Écrire les livres si singulier que l'on connaît, être très présente pour chacun quand il le fallait. Et on découvre peu à peu, bien sûr qu'on savait, si elle savait ce qu'on lisait derrière son dos, enfin, bien sûr qu'on savait. Mais en même temps, évidemment, on reparle et on s'aperçoit de telle et telle chose qu'elle a faite pour telle et telle autre, toujours par derrière, justement, en secret, sans jamais faire valoir le don. Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Une telle... Alors, justement, vous interrogez ce besoin du don. C'est ce que Freud appelle quelque part le besoin de réparation. Alors, vous avez raison de pointer cela. J'ai pas fait référence, mais vous faites découvrir quelque chose. Il y a chez elle un don des réparations chez les autres, pour les autres. Elle sent la blessure et elle la sent vite. Oulala. Je parle d'expérience. Moi, elle l'a vu tout de suite. On parle d'ailleurs, je parle dans mon livre de ce que nous avions en commun, ce que j'appelais le kafkaïsme psychologique. Coupable avant de naître, pissant le sang avant même de respirer, etc. Bien. La fameuse culpabilité. Et la culpabilité, etc. Qui est pire que le cancer et qui des fois la provoque. Voilà, très exactement. Vous avez raison.
Et vous prolongez, vous voyez, c'est-à-dire que bel et bien cette femme nous fait prolonger les ondes qu'elle émet par ses textes, par son comportement, par ses attitudes et par ce que l'on peut en dire, elle s'impose tellement que ce que l'on en dit est objectivant. C'est pas la subjectivité de Jean-Philippe Domecq dans cette histoire, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, la mort a un pouvoir objectivant, je le dis d'ailleurs, je m'interroge là-dessus. C'est curieux, j'ai le sentiment quand je la vois sur la plage, 4 minutes après qu'elle est rentrée qu'elle m'ait précédé dans la mort, puis ensuite, le lendemain matin, lorsque je la vois dans la chambre funéraire, je parle de l'effet d'objectivité de la mort, et vous avez dû sentir que je suis troublé par ce mot. Objectivité, on peut toujours se soupçonner que c'est moi qui le dis, et ça n'est que moi qui le dis, etc. Il n'empêche que Anne se confirme par la mort, par sa mort, héroïque du reste, absolument héroïque. Elle se précipite dans l'eau, voyant que les enfants sont en grave péril. Ils n'auraient pas dû être dans l'eau, mais elle se précipite, elle en meurt. Au bord du rivage, en plus. Oui, enfin non, elle est emportée par les flots, comme les autres, elle est emportée par les flots. Mais lorsqu'elle est ramenée, nous arrivons, Frédéric Boyer, la mère des autres enfants et moi en voiture, comme des fous, j'ai conduit comme un fou pour y arriver, bref, elle est au bord de la plage, oui, parce qu'on a réussi enfin à la ramener, les sauveteurs ont été, au péril de leur vie, les sauveteurs d'ailleurs eux aussi, ils ont été extraordinaires. Oui, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. En même temps, il y a plus tard, cet après qui scande mon livre, après, il y a un après majuscule, si vous voulez, qui essaye de suivre les ondes d'expansion de son être, de son aura. Alors, il faut préciser aussi que votre fils faisait partie de ces enfants qu'il a sauvés. Oui, alors évidemment, ça donne un écho considérable à la chose. Ils se sont débattus pendant un quart d'heure, les flots étaient tourbillonnants, et il y avait le drapeau rouge, donc il n'aurait pas dû être dans l'eau. Bref, ça, c'est des circonstances qui sont détaillées. Ensuite, bref, je n'insiste pas là-dessus. Le fait est là. Anne a tout d'un coup, n'a écouté que son courage, ce qui n'est absolument pas étonnant d'elle. Et elle a foncé, c'était une très bonne nageuse. Mais elle a publié Éloge du risque. Elle a publié Éloge du risque. J'ai découvert plus tard qu'elle avait même écrit dans un recueil une nouvelle où une femme se précipite à l'eau pour sauver les enfants et meurt. Enfin, c'est... il y a une comment vous dire, une concordance de faits qui, du coup, constitue véritablement une tragédie, quoi. C'est pas un drame, c'est une tragédie. Mais une tragédie objective, vous voyez. Les faits en eux-mêmes s'enchaînent, s'emboîtent. J'en montre plein dans le livre, qui sont extraordinaires. Alors, elle a... La colombe. Alors oui, qui va voler aux funérailles, il y a l'immense incendie, un incendie comme la région n'en a jamais connu, donc 48 heures après sa mort, et l'incendie s'arrête à la plage où elle est morte. Bon, mais ça, on peut dire que c'est nous qui projetons, hein. C'est là qu'on se débat entre... on se débat dans ce que j'appelle... j'ai compris pourquoi les humains avaient inventé le sacré. Et je le dis, là encore, sans discours religieux, ni préétabli, ni oriental, le sacré. J'ai vu la naissance du sacré. Pourquoi nous sommes obligés d'inventer du sacré? Alors après, il y a tout notre esprit producteur, mythographique, qui produit. Alors évidemment, on apprend que 48 heures après, il y a un incendie comme cette région des morts, on n'en a jamais connu. Mort, M-A-U-R-E-S, mais enfin bon... il y a un écho, et qui s'arrête comme par hasard à la plage de Pamplonne où Anne nous a quittés. Et la colombe, et tout d'un coup, cet oiseau blanc qui sort au moment où tout le monde sort de l'église, 5 jours après sa mort à Ramatuelle, et il y a cette colombe, et peu d'entre nous devaient être croyants parmi l'assistance. Il y avait des éditeurs, des écrivains, des amis, des philosophes, mais quand même, on n'a pas pu s'empêcher de voir cet oiseau qui fait 3 tours au moment où le corbillard s'avance pour recueillir le cercueil d'Anne. C'est vrai qu'il y a eu un coefficient mythologique qui n'est pas étonnant. Il n'est pas étonnant, en tout cas, que ça suscite en nous
ce travail du mythe pour essayer, autant que faire se peut, et de ne pas y arriver d'ailleurs, pour essayer d'intérioriser cette mort, quoi. Oui, parce que dans Éloge du risque, elle travaille sur le mythe d'Eurydice, notamment. C'est vrai. Elle avait aussi un sens du risque sur le plan de la pensée. Elle croisait tous les champs de pensée. Elle n'avait pas peur même de la pensée, justement, mythologique, ni de la pensée magique du tout. C'est pourquoi on ne l'entendait jamais en tant que psychanalyste, qui pourtant était savante. Dieu sait, en même temps, on ne l'entendait jamais sortir le jargon psychanalytique. J'ai rien contre, d'ailleurs, le jargon psychanalytique, qui est un instrument scientifique qui se développe et qui arpente les territoires inconnus. Faut consommer avec modération, c'est tout. Voilà. Mais elle savait le croiser avec d'autres, et ça l'éclairait, et ça l'aidait à nous éclairer. C'est une image d'ailleurs de ce que je souligne dans le livre. Et là encore, si on peut la transmettre un être pareil dans notre société, ça me paraît très précieux. Elle avait une très grande liberté d'esprit. Par conséquent, elle ne se refusait rien dans les croisements. Mais elle était très logicienne en même temps. Oui. Logicienne, mais très spontanée aussi. Oui. Intellectuelle, mais présente dans la vie pratique. Oui, elle était très... Moi, je ne l'ai jamais connue, hein, mais tel que vous la décrivez si bien à travers ce livre, on a le sentiment que c'est une femme pleine de contradictions et qui a l'énergie que procurent ces contradictions. Oui, c'est juste ce que vous dites. Ça me touche d'ailleurs que vous dites « j'ai envie de la connaître ». Ben voilà, c'est étrange, n'est-ce pas? Il y a une présence de l'absence dans ces cas-là, qui fait qu'elle est très présente, puisque vous me dites « j'ai envie de la connaître », qu'elle vous manque presque au fond. Oui, absolument. Comme elle me manque. Alors cette énergie, oui. J'ai une piste d'interprétation que je donne dans le livre plusieurs fois. Il y avait en elle une mélancolie profonde. On va peut-être l'entendre si on écoute sa musique que je vous ai apportée, entre autres, enfin celle qui est devenue sa musique, et puis d'autres musiques, mais la mélancolie en elle... on va peut-être l'écouter avant, la musique. Oui, d'accord, parce que ça va donner une idée de cette mélancolie qui va, attention, j'insiste, mélancolie qui va donner un être extrêmement joyeux. Je tiens à le dire, parce que mon livre, il est très, très dur, parce qu'évidemment, je suis sous le choc. Oui, bien sûr. Mais je tiens à dire qu'Anne est devenue, en 20 ans que je l'ai connue, et d'autres l'ont connue depuis plus longtemps, Anne est devenue de plus en plus rieuse et lumineuse. Donc c'est la mélancolie qui est la source de cette énergie-là. Alors on écoute Ravel. Pardon ? On écoute Ravel. Oui, la pavane pour une infante défunte, oui.
FM 93.1, les jeudis littéraires en compagnie de Jean-Philippe Domecq pour L'ami, la mort, le fils. C'est un livre bouleversant qui vient de paraître aux éditions Terry Marchès et c'est un livre consacré à Anne de Fourmentel. Sa voix, voyez-vous, ce qu'on vient d'entendre, la pavane pour une infante défunte, je vous ai demandé de l'inscrire dans le programme parce que c'est une musique qui s'est imposée à moi quand je l'ai vue dans la deuxième fois dans La mort et la deuxième fois la dernière fois. Et elle était très hiératique, très belle toujours, mais avec quelque chose de beaucoup plus dessiné que la veille sur la plage. Elle en imposait. Cette musique est venue en parfait accord avec sa mélancolie. Je pense que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent n'ont qu'à ensuite chercher des émissions qui sont nombreuses et accessibles, des conférences, et ils entendront cette voix prenante et en même temps, comme vous le disiez auparavant, où on sent l'énergie. Elle lutte contre la mélancolie, et la mélancolie est la source de son énergie, de sa vivacité, de son génie. D'ailleurs, on le dit depuis l'Antiquité, que la mélancolie est une des sources du génie. Une sorte d'unité des contraires qu'elle réalisait comme ça. Exactement. Et qu'elle réalisait justement, elle réalisait parce que elle arrivait à vous entraîner dans la joie. Elle avait un sourire d'ailleurs qui éclairait son visage. Moi j'ai ces photos là, je les regarde sur l'écran de l'ordinateur. Ça coupe le souffle, moi ça m'est insupportable maintenant parce que je voudrais qu'elle rie encore et qu'elle sourie et qu'elle nous fasse sourire. Mais vous voyez, cette mélancolie en même temps langoureuse, elle était très séductrice, Anne, très séduisante et séductrice, très 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 séductrice. On le voit dans ses yeux. Oui, très séductrice. Elle savait ce qu'elle faisait. Et ça en fait, quand je dis cela, ça en fait le portrait d'une femme libre d'aujourd'hui. Et c'est tant mieux. C'est un être complexe par rapport à cela. Mais cette mélancolie aussi, dans le chant qu'on vient d'entendre de Ravel, c'est à quel point la mort est captatrice, nous entraîne. On a envie d'y aller, quoi. On a envie de suivre, vous voyez ? Oui. On est tiré vers là-bas. Là-bas est un mot de trop, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi... on a envie de comprendre. La comprendre ? Non, mais de comprendre. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On ne comprendra jamais ça. Et là, on est dans le scandale. On est dans le scandale. La mort est un scandale par rapport à ça. Qu'on sente une mort venir, d'accord, mais là, c'est l'accident. L'accident n'a pas de logique par définition. C'est une conjonction de faits qui auraient pu être évités, voilà. Oui, c'est ça. Et puis nous, on est devant cette absence. Oui, c'est... Alors donc, on pourrait d'ailleurs mettre un autre morceau à ce sujet par rapport à cette absence que j'ai apporté. Si vous voulez. The Voice of Silence, si vous pouvez la mettre maintenant, qui est un morceau Silence. de Don Cherry. Alors je précise pour qui nous écoute que c'est un morceau qu'une amie m'avait fait découvrir, que j'aimais beaucoup. Bon, eh bien, ça fait partie du don d'Anne par rapport aux autres. À Ramatuelle, 2 ans avant, ou l'année d'avant. Bon, on est tous là, à la grande tablée, on s'est mis, puis à un moment, elle est à la cuisine, puis elle met la musique, et elle met ce morceau qu'elle savait que j'aimais, avec son petit sourire. Et hop, ça nous a traversé. The Voice of Silence, ça me paraît être une façon aussi d'aller vers ce que j'ai dit, être là-bas, non, le mot est de trop. Absolument.
Voilà où nous en sommes. Voilà. Ça, Voilà ce qui reste. c'est poignant comme Voilà. le silence. Ce moment désolé où, une fois que tout le monde est parti, et Frédéric Boyer et moi, nous sommes restés tous les deux appuyés à une tablette de la pagode la plus proche, devant le lieu, devant la plage. Et il n'y avait plus que la plage qu'il y avait avant et qu'il y aura après. Terrible ça, terrible. Oui. Alors, il y a beaucoup, votre livre, Jean-Philippe Domecq, est aussi beaucoup consacré à l'après. Ouais. Parce que c'est une activation de la présence que la mort. Oui, on rentre dans les ondes de cette présence que l'on vivait de son vivant même. Je ne suis pas passé à côté d'elle. Je ne suis pas passé à côté. J'ai vraiment vu qui elle était, etc. Je ne suis donc pas surpris dans cet après. Mais en même temps, cet après est confronté au fait qu'elle n'ajoutera pas d'autres épisodes à sa vie, et puis nous ne la verrons tout simplement plus concrètement. Alors, d'ailleurs, c'est les 2 tiers de mon livre, cet après, c'est-à-dire Anne, qui réapparaît dans une subjectivité, puis dans nous tous, parce que c'est très vite, quelques minutes après sa mort, c'est un chœur qui commence, c'est H-O-U-R, autour de son souffle au cœur, voilà, et les téléphones, d'ailleurs l'instrument du portable prend tout d'un coup une drôle de résonance, vous voyez, cet instrument vernaculaire, finalement là il a constitué une chambre d'écho adéquate et terrible. Il faut annoncer la mort, et tous les gens commencent par dire non. C'est très frappant d'ailleurs. Tous les individus, non. On n'arrive pas, quoi. Oui. Ou les silences écrasés. Oui, c'est l'incrédulité, c'est on est au bord de la folie. vivre. On est au bord de la folie, d'ailleurs. On est au bord de la folie. On regarde les lieux de toujours. La maison, on y est revenu. Les pins, le paysage magnifique en plus. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'un paysage magnifique après ça? Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Et en même temps, ces téléphones où il faut annoncer. Ce phénomène aggravant, quoi. Là, oui. Et alors après, au fur et à mesure, je repense, je revois Anne, quoi. Et donc je la vois dans des situations concrètes. Je l'évoque dans des situations concrètes que tout le monde a partagées, que j'ai partagées avec elle. Et puis la nature des dialogues, la nature des conversations, la nature de son esprit. Un esprit, là aussi, c'est comme sa bienveillance que j'ai évoquée tout à l'heure, une liberté telle que vous ne vous sentiez pas jugé, et donc, à tous égards, que ce soit sur un plan personnel, d'analyse personnelle, ou sur un plan d'analyse du monde, on ne butait jamais sur une erreur d'interprétation ou sur une interprétation convenue qui fait que, vous savez, on commence une conversation à 20h et elle ne commence véritablement qu'à minuit parce qu'il faut passer son temps à dire non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Avec elle, c'était pas ça. On rebondissait tout de suite. Et en plus, elle avait sa pensée productive à elle qui faisait que elle vous projetait, elle vous renvoyait la balle et vous la renvoyez du coup au meilleur de vous-même, et du coup elle aussi, etc. Et donc, je parle, oui, je l'explicite à ma façon, et d'autres pourront le faire à leur façon, et qui sera tout aussi éclairante. Elle était géniale, oui. Je n'emploie pas le mot de génie entre eux. Je ne suis pas superfétatoire en disant cela. De toute façon, le génie, on en rencontre quelques-uns. Ça se voit. Laura est là pour le dire. Voilà. Elle avait, oui, c'était un génie par l'intelligence, oui. Par la liberté d'esprit. Oui. Alors Jean-Philippe Domecq, vous dites que dans cet après, on est aussi à l'envers du cauchemar. Parce que du cauchemar, on se réveille. Et on retombe dans la vie et c'est salutaire. Tandis que là, si on se réveille, on tombe dans la mort. Parce que le réel, c'est la mort. Exactement. Et pour ajouter au désarroi, plus que ça, à la détresse, c'est qu'on se réveille, comme vous dites, dans la mort, mais on se réveille dans la vie. C'est-à-dire qu'on continue à vivre, nous, pendant ce temps-là. Donc, mais cependant, ce temps-là n'est plus un temps. On n'a pas envie que ce temps existe. Là, c'est
Je pense qu'il y a la vie, les gens disent la vie et la mort, mais il y a la non-vie, qui inclut la vie et la mort. La non-vie, c'est un mot pour dire qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais. C'est ce qui nous rend productifs, c'est la version humaine de la vie. Et donc, voilà, comme vous dites, on se réveille du cauchemar, et en fait, on retombe dans le cauchemar, c'est une bande de Moebius, on retombe dans la vie dont on ne veut pas, donc on retombe dans la mort, et en même temps, tout ça est dans la non-vie. Qui est, ce que la philosophie orientale appelle le vide, et c'est un mot déjà trop plein. C'est pour ça que je préfère le mot de non-vie, parce qu'il est encore plus modeste que le vide, auquel on a fini par mettre une majuscule, mais un jour peut-être que non-vie sera de trop. Enfin, on n'arrête pas d'écoper, de dépenser notre pensée, pour essayer de procéder à partir de notre source, qui est la mort, la connaissance de la mort, la conscience de la mort, en pleine vie, en pleine vitalité. Et je crois que ça, Anne serait d'accord avec moi. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé, puisqu'on devait faire un livre ensemble à partir de Matanatalyse. Toujours est-il que ça explique aussi la vitalité d'Anne dont vous parliez tout à l'heure. Anne avait cela dès le départ. Nous l'avons tous dès le départ, mais nous nous arrangeons pour oublier, comme disait Pascal. Elle n'était pas de ces êtres qui oublient l'essentiel. Cet essentiel-là se ressort, et ça explique sa vitalité. Et ça explique, au fond, la vie qu'elle nous donnait, et ça explique sa vie extrêmement riche et à 1000 plateaux, comme je le dis. Et après tout, c'est une leçon qui nous est donnée, et par sa vie, et par sa mort. Si on peut transmettre cela, voilà, transmettons au moins. Oui. À défaut que la douleur diminue, elle diminuera jamais, d'ailleurs je ne le souhaite pas. Non, c'est pas ça que vous cherchez, justement. Pas du tout, c'est pas ça, oui. Mais par contre, qu'elle dise qu'elle nous encourage à vivre, et qu'elle me dise, Jean-Philippe, continue à vivre, ça, je suis sûr qu'elle... Bon, il ne faut pas faire parler les morts, ce serait sacrilège. Mais par contre, je sais ce qu'elle me disait de son vivant. Et c'est bien elle, ça. C'est bien elle, ça. Oui, c'est bien elle, ça, oui. Dans un grand rayonnement, il faut le dire. Oui. Alors, ce livre, il est paru... certains l'ont lu, comme Frédéric Boyer. Ça aggrave la douleur, ça la cautérise, ça fait revivre l'image. On n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix quand on vit. Parce que livre ou pas, voilà, ça sera toujours... Il s'agit de vivre en parfaite connaissance de cause, de cette donnée d'emblée qu'est notre conscience de la mort, dont on a conscience à partir de l'âge de 1, 2, 3, 4 ans, selon le roman familial de chacun. C'est donc une analyse, ça aussi. Comme on n'a pas le choix, autant regarder en face. Alors je sais bien que La Rochefoucauld a dit cette chose fort juste, la mort, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. Il se trouve que moi, sans le vouloir, pas plus courageux qu'un autre, sûrement pas, j'ai été obligé de la regarder en face. Il y avait le soleil en face, très exactement en face, et il y avait Anne. Il y avait mon fils, il y avait des gens qui étaient tendus sur la plage, tout. Il n'y avait pas une ombre. Donc j'étais obligé de regarder en face. Eh bien, je dis qu'on peut le faire. Mon livre le retrace. On peut le faire. Et on doit le faire, même. Et donc, par rapport à cette tragédie, le décrire, on peut m'en vouloir de le décrire, mais non, dans la mesure où nous n'avons d'autre issue que de le traverser. Et je sais que, par exemple, pour Frédéric Boyer, avec qui j'ai vécu cela, et qui a écrit ce que j'ai rappelé tout à l'heure, Frédéric, à sa façon, bien sûr, avec son langage, Dieu sait s'il est puissant dans son laconisme, et éminemment poétique au sens fort du terme, est quelqu'un qui a regardé en face aussi, et qui continue. Et c'est le moyen de ne pas s'en sortir. C'est le seul moyen de ne pas s'en sortir. Gerasim Luca dit « Comment s'en sortir sans sortir ?» Ben voilà, j'ai compris cette formule qui m'a toujours plu de Gerasim Luca. On ne s'en sort qu'en ne s'en sortant pas. On reste avec. On reste avec, oui. Et ça donne sens. Ça fait produire du sens. Pas un sens arrêté. Elle ne l'aurait pas voulu, elle n'était pas comme ça. Elle n'avait pas de... Quand elle était bienveillante, c'était pas au nom d'un discours
ex cathedra qu'il faudrait être bienveillante, par je ne sais quelle, par la religion chrétienne ou par la méditation orientale, le zen, le bouddhisme, etc. Non. Il faut être absolument bienveillante pour détourner la formule de Rimbaud. Donc je pense que, oui, comme dirait Rousseau, je mène une entreprise qui n'eut jamais d'exemple. Je pense qu'il m'est arrivé, c'est plus fort que moi, de mener avec ce texte une entreprise qui est de... J'ai toujours voulu regarder en face autant que faire se peut, attention. C'est... au moins, je crois que bien m'en a pris par rapport à elle, car au moins, on la transmet. On transmet ses ondes. Et je pense vraiment que le temps est un dieu. C'est le seul dieu que je me reconnaisse. Et je remercie Stendhal à chaque fois que je passe dans le 61 rue de Richelieu où il a écrit Le Rouge et le Noir. J'ai beau passer à toute vitesse à vélo comme ça, je sens tout d'un coup une énergie d'onde. C'est pareil pour Anne. Je remercie Kafka d'avoir écrit ces douleurs infinies qui, paradoxalement, me donnent envie de vivre. Eh bien, Anne, c'est pareil, et de l'avoir regardé sa mort, de continuer à regarder sa mort en face qui m'aveugle complètement, qui me dépasse complètement, oui, je vis conformément au moins en accord, en tout cas en accord avec cette détresse. Alors, Anne Dufourmentel aimait le don. Je crois que c'est un don magnifique que vous lui avez fait avec ce livre, Jean-Philippe Domecq. Alors, je ne suis pas là pour le dire, mais en tout cas, elle a donné le don, et sa mort doit donner vie. Ça, je suis sûr qu'elle y tient. Voilà. Je suis sûr qu'elle y tient. Et vous contribuez à la laisser vivre. Oui, si possible. Dans le bon sens du terme. Merci Jean-Philippe Domecq. À très bientôt, parce que je sais que vous avez encore beaucoup de projets à nous proposer dans les différents domaines. Vous excellez d'ailleurs, et donc on aura l'occasion de se revoir très prochainement. Je renvoie à nos auditrices et nos auditeurs à ce livre, vraiment, je le dis, magnifique, L'ami, la mort, le fils, avec un bandeau, pour une fois, je déteste les bandeaux, mais pour une fois un bandeau simple et fort pour Anne. C'est aux éditions Thierry Marchès. Merci.